Si ce journaliste féru de littérature et de théâtre est connu aujourd'hui comme chroniqueur professionnel pour la télévision, la radio, la presse écrite, il s'est surtout fait connaître en fondant le Quotidien de Paris. Ce journal, né en 1974 et aujourd'hui disparu, revendiquait une ligne éditoriale polémiste mais diverse, à l'image du journal Combat, dont mon invité avait été le rédacteur en chef pendant 4 ans. Si son curriculum vitae fait des envieux, l'identité de mon invité ne s'inscrit pas seulement sur sa carte de visite. Vous savez comme moi qu'il y a 2 niveaux de relations possibles avec le monde. La surface des choses, ce qu'on dit pour tenir sa place dans le jeu social, et puis la face cachée de notre être, ce que nous sommes en profondeur. Et c'est cette profondeur-là qui nous intéresse dans VIP. Plutôt la lumière intérieure que les feux de la para. Philippe Tesson, bonjour. Bonjour. Le programme est annoncé. Ça vous convient ? Oui, ça me convient très bien. Je ne serai certainement pas à la hauteur de cette exigence-là. Oh, bah, bien sûr. Alors, juste pour écluser d'entrée de jeu, une question qui pourrait parasiter l'émission. Vous êtes bien le père de Sylvain Tesson, que nous avons eu la chance de recevoir ici. Ah oui, je suis son père et fier de l'être. Aventurier. Il est mon fils, il est fier de l'être. Je crois. Il n'y a donc pas de problème. Vous avez 3 enfants, finalement. On a Sylvain Tesson, donc aventurier, écrivain. Je ne sais pas dans quel sens il le met. Écrivain, aventurier, peut-être ? Homme libre. Homme libre, bon, bah d'accord. Non, oui, écrivain, oui. Non, je dirais d'abord, écrivain aventurier, écrivain d'aventure, voilà. Écrivain d'aventure, aventure à tous les sens du mot, celle de l'âme et celle du corps. Et donc je recommande la lecture des ouvrages. Vous avez 2 filles aussi, une qui est journaliste, là c'est Daphné, qui a suivi un peu vos traces, et puis Stéphanie qui, elle, est metteur en scène, donc on est plutôt côté théâtre, et finalement tous les 3 ont pris un petit peu de vous, puis on l'ont développé à leur manière. Oui, c'est-à-dire tous les 3 ont finalement pour passion l'expression d'eux-mêmes, chacun l'expression de soi-même. J'ai 3 enfants très extravertis, pour tout vous dire, c'est-à-dire qui ont toujours eu l'habitude d'entendre parler, d'entendre la parole, d'entendre l'expression de la liberté, et voilà, tout naturellement, mais qui résisterait de toute façon à cette chance extraordinaire d'avoir autour de soi, et ça a été mon cas, puisque je vis dans un univers où la parole est reine. Je ne parle pas seulement de moi, je parle de tous les gens qui m'entourent. Donc, tout naturellement, c'est presque un phénomène biologique, ils ont pris le relais de cette habitude et de cette passion, et ils s'expriment. Alors j'ai une fille qui effectivement fait de la critique d'art, elle est journaliste, et puis j'ai une fille qui fait beaucoup de théâtre, et voilà, et j'ai Sylvain. Et ils ont tous les 3 grandi dans un univers intellectuel très, très stimulant. Ça doit être d'avoir des parents, il faut qu'on cite aussi votre épouse, Marie-Claude, qui est à la tête d'une ONG, et qui était, elle aussi, investie dans cette aventure du Quotidien de Paris. Vous en gardez... Non. Elle avait le Quotidien du médecin. Non, ma femme est médecin, et, voilà. Et nous avons fondé un groupe ensemble, il y a 35 ans, ou moins, un journal qui s'appelait Le Quotidien du médecin, qu'elle a dirigé pendant une 30aine d'années. Voilà. Donc elle-même aussi a fait, à sa façon, elle a fait du journalisme, encore que c'était un journalisme très particulier. Enfin, c'est quand même, dans la forme, c'était du journalisme. Donc elle-même a pris la parole. Et revenons alors à cette aventure du Quotidien de Paris, qui aura duré en tout et pour tout une vingtaine d'années. Ça doit être quand même assez extraordinaire de fonder un journal. Vous en gardez, alors ça doit être tout aussi malheureux de le fermer, vous en gardez quel souvenir de cette période de 20 ans ? Vous avez parlé d'une aventure merveilleuse, je crois, ou exceptionnelle, ou passionnante. Je garde un souvenir plus fort de ma découverte du journalisme et des 15 années, parce que je suis resté plus longtemps que vous ne pensez à Combat, et des 15 années que j'ai passées à Combat comme rédacteur en chef de ce journal, car c'était 15 années de découverte, c'était 15 années d'enfance, de jeunesse, d'adolescence du journalisme pour moi. Comment elle est née, cette passion du journalisme, alors ? Elle est née artificiellement, elle n'était absolument pas en moi, elle n'était pas ontologique, elle n'est pas une passion de départ, je n'étais pas destiné au journalisme, j'étais formé pour autre chose. Peut-être pour l'écriture. J'avais une formation universitaire qui, tout logiquement, en dehors évidemment du niveau de qualité auquel ça se serait situé, me destinait soit à l'écriture, soit à la recherche. Voilà. Et puis un jour, j'ai tout à fait par hasard, alors que j'étais encore relativement jeune, j'avais 30 ans, enfin j'étais jeune, on m'a proposé, puisque on a pensé, quand je dis on, c'était quelques amis écrivains ou journalistes même, dont j'avais fait la connaissance quelques années
allait auparavant, ont trouvé que j'avais les qualités nécessaires. Attention, on est en 1960, il y a 50 ans bientôt, les qualités nécessaires à l'animation et à l'élaboration d'un petit journal. C'est-à-dire une curiosité très aiguë des choses, des êtres, de l'histoire. Et des hommes. Deuxièmement, une capacité moyenne à écrire, comme on écrit dans le journalisme, c'est-à-dire rapidement. Et puis, troisièmement, une culture, appelons ça comme ça, un savoir nécessaire à établir un système de référence sans lequel il n'y a pas de véritable journalisme. Et peut-être une capacité d'analyse aussi, non? Oui, ben, tout ça participe, oui, c'est ça, d'un terreau intellectuel de base qui était suffisant pour, encore une fois, animer un petit journal qui cherchait à l'époque un rédacteur en chef. Je n'avais jamais mis les pieds dans une salle de rédaction et du jour au lendemain, je suis devenu rédacteur en chef de ce petit journal qui s'appelait Combat. J'ai appris à faire, parce que c'est très facile, comment dirais-je, les éléments, les bases du journalisme sont quand même tout à fait élémentaires. Il suffit, La Fontaine l'a parfaitement dit, il suffit de savoir dire telle chose est arrivée et de savoir le dire, et puis voilà, on est journaliste. Il suffit d'avoir sur les hommes un regard de tolérance et d'amour. On ne peut pas être journaliste si on n'aime pas l'humanité. C'est d'ailleurs pourquoi il y a tellement de mauvais journalistes aujourd'hui. Et voilà, ça suffisait, j'ai fait Combat pendant 15 ans, et c'est vrai que j'ai pris à cette activité, à ce métier, un intérêt voisin, effectivement, de la passion, parce que aucune activité, peu d'activités humaines permettent une relation aussi charnelle et aussi permanente entre soi-même et le reste de l'humanité, et le reste du monde. Un journaliste refait le monde tous les matins. Quand on est rédacteur en chef d'un journal, on refait pendant 2 heures à la conférence de rédaction, on refait le monde comme un enfant avec un jeu, vous savez, ces jeux suisses, ce test Wechsler-Bellevue, on vous donne des cubes comme ça, et puis vous dites reconstituer un village. C'est exactement ça, construire un journal le matin, un quotidien. Mais il y a des difficultés quand même, vous semblez dire que c'était évident, facile, etc. Tout est difficile, tout est facile. Pour vous, quelle est la plus grande difficulté à laquelle peut se retrouver confronté un journaliste? Moi-même, lutter contre mes démons. Mais il n'y a aucune difficulté particulière, aucune difficulté plus insurmontable que dans n'importe quelle activité humaine. Et vos Tout démons, ça est pipeau. Comment? C'est quoi vos démons? Ah, une forme de. Écoutez, il s'agit de parler de soi. Oui. Voilà. Alors, c'est le but de cette émission. Bon, c'est pas déplaisant. Enfin, de temps en temps, on se dit, mais enfin, qui ça peut intéresser que je parle de moi? Mais bref, puisque vous m'invitez, je parle de moi. Et c'est la règle de votre jeu, c'est ça? Exactement. Mais j'ai un esprit de liberté, appelons ça comme ça, extrêmement développé. Qui se manifeste comment alors? Qui se manifeste par la divagation, par le défaut de rigueur, par la tentation de toujours emprunter les chemins qui s'offrent à moi, qui sont des chemins buissonniers, qui ne suivent pas la ligne directrice qu'il convient de se fixer quand on entreprend une action, une démarche dans la vie. L'excès, voilà mes démons, c'est pourquoi je dis mes démons, c'est moi-même, c'est d'abuser de cette liberté dont j'ai une passion extravagante. Voilà. D'où des contradictions qu'on peut relever, on ne s'en est jamais privé pour autant qu'on se soit intéressé à moi, des contradictions qu'on a relevées dans mon parcours, des dérapages, voilà. Alors donc, dans l'exercice de ma profession de journaliste, il m'est arrivé d'user de cet esprit de liberté. D'accord. Comme quand vous avez... Alors attendez, qu'est-ce que c'était? Dans un article... Alors, par contre, je ne sais pas si c'était pour le Quotidien de Paris ou pour Combat, mais vous allez me le dire. Dans un article où vous étiez amusé à classer les confessionnaux parisiens en fonction de leur clémence par rapport au péché annoncé. C'était au début du Quotidien de Paris, je m'en repens, mon père, parce que... Non pas que... Je m'en repens parce que c'était inélégant. La religion, vous la faites Je ne m'en repens pas parce que c'était scélérat. Non, je m'en repens pas parce que c'était scélérat. Grosso modo, vous disiez... Mais parce que c'était inélégant, voilà. Si vous avez un crime à confesser, il vaut mieux aller dans tel confessionnal, ils sont plus cléments. Si vous avez quelque chose de moins grave, plutôt dans celui-là. Oui, j'ai assumé. Oui. J'ai assumé. L'un des garçons qui avait fait ça, puisque vous en parlez, je me rappelle, et je repense souvent à ça, quand j'ai une réflexion autour du châtiment divin. L'un des garçons qui avait fait ça, j'avais une équipe de jeunes reporters, c'était au début du
du quotidien de Paris qui était absolument extraordinaire. D'ailleurs, ils ont eu des destins glorieux, si je puis dire, dans le cadre du journalisme. L'un est un écrivain célèbre, l'autre est un... Annoncez les noms. Bernard Chapuis. L'autre est devenu directeur de la rédaction du Canard enchaîné, il s'appelle Éric Emtas. Et le troisième a eu un destin très malheureux, c'est Jean-Dominique Bauby. C'est-à-dire le scaphandre et le papillon. C'était mes jeunes reporters et ils m'avaient proposé, c'était des garçons, c'était des dandies, tous les trois. Ils étaient héritiers de l'esprit Huchard. Ils revendiquaient d'ailleurs la filiation de Nimier, de Blondin, etc. Enfin, ils avaient un talent fou, ils avaient un talent de plume, ils étaient légers, ils étaient gracieux, en même temps ils avaient un fond, comme on dit. C'est tous ceux qui ont fait la table ronde, ceux-là, après. Ah non, c'était avant la table ronde, à laquelle d'accord. j'appartenais d'ailleurs. Et c'est vrai qu'une partie de moi-même, puisqu'on est divisé en parties, comme vous le savez, malheureusement trop de parties parfois, une partie de moi-même adhérait beaucoup à cette esthétique. À la fois de l'écriture et cette esthétique de la vie, qui n'est pas exempt d'ailleurs d'une forme de désespoir, et de nihilisme, enfin nihilisme au sens vulgaire du mot. Bref, on va développer ça. Ces garçons ont eu un jour l'idée d'aller faire un banc d'essai des confessionnaux parisiens. Voilà. Et puis effectivement, ils ont avoué des crimes imaginaires, enfin des crimes, des délits, Ce qu'ils considéraient comme des péchés, en tout cas. Des petits péchés. Voilà. Les petits péchés mondains. Et puis, voilà. Évidemment, c'est pas de très bon goût, pas très élégant, je me repens infiniment. Moi, j'avais trouvé ça très drôle à un moment, et d'ailleurs, la sanction a été lourde. Oui. Vous attendiez à vous faire excommunier ? De la part de l'archevêché, il y avait un peu une provocation. Mais j'ai souvent repensé à ça. Jean-Dominique Bauby a eu une fin douloureuse qui renvoie à une réflexion profonde. Je plaisantais en parlant du châtiment, parce que nous n'en sommes quand même plus là, on a dépassé le Moyen-Âge, mais une réflexion profonde sur les destins de l'homme et sur l'absurdité de la vie. Puisque vous savez ce qui est arrivé à ce garçon, il a vécu 2 ans dans un fauteuil, avec comme seul moyen de communication ses paupières. Voilà. Il a été puni. Mais c'était un individu d'une qualité d'âme extraordinaire. Et alors je vais reposer ma question. Vous vous attendiez à être excommunié pour un article comme ça? Je ne sais pas si aujourd'hui ça se ferait toujours d'ailleurs, mais c'est quand même effectivement une sanction lourde. Comme vous dites, ça vous a touché? Ah bon oui. Oui, j'ai trouvé la sanction démesurée. D'ailleurs, je n'ai jamais eu la formalisation de cette sanction. J'ai appris ça un jour par les journaux d'ailleurs, mais j'en ai jamais eu le signe ni la trace. Qu'est-ce que veut dire l'excommunication? Puis enfin, si on excommunie pour... Vous comprenez? Nous n'en sommes plus à ce niveau des formes. Je pense qu'il était inutile qu'on m'excommuniât. De toute façon, j'avais assumé cette bêtise, cette plaisanterie. Voilà. Et je savais qu'il y a un Dieu tout-puissant qui, de toute façon, du haut de sa mansuétude, m'avait pardonné aussitôt que j'avais commis le crime. Non, ça m'ennuyait socialement. Ça m'ennuyait personnellement, ça m'ennuyait vis-à-vis de ma famille. Je viens d'une famille qui est très religieuse. Enfin, non, pas très, mais je viens d'un père très religieux, et je sais que mon père vivait encore d'ailleurs, mais j'étais son fils. Et vous avez grandi donc bercé, en tout cas, par l'éducation catholique. C'était totalement. C'était plus de tradition, ou c'était vraiment la transmission d'une foi vivante? Ah non, mon père était un homme profondément religieux, profondément pratiquant, dont sa foi était une foi transparente, profonde, superbe, enfin illuminée. C'était votre père, pas votre mère alors? Ma mère était plus libre penseur, ma mère était voltairienne. Voilà, ma mère a eu une personnalité très très forte. Elle a eu beaucoup d'influence sur moi. C'est d'ailleurs ce que disent tous les types de mon âge. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les hommes âgés renvoient toujours essentiellement leur mémoire à leur mère. Et c'est vrai qu'une mère compte beaucoup pour un fils. Ma mère m'a élevé socialement, elle m'a élevé intellectuellement. Mon père m'a élevé spirituellement. Voilà. Mais elle était... Comment? Ils faisaient quoi comme activité, vos parents? Mon père, je suis d'une petite bourgeoisie du Nord. C'est très important pour moi d'être du Nord de la France, du Nord quasiment frontalier belge, de la Thiérache. C'est une région qu'on connaît mal. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Ça a beaucoup compté pour moi.
C'est cette racine est pour moi, comme on dit maintenant, un repère essentiel. Pourquoi ? Et bon, je vous le dirai tout à l'heure. D'accord, on va finir sur avec les mon parents. père, vous voyez cette rigueur. Et mon père était un petit notaire de village, un petit notable de village, enraciné depuis très très longtemps sur cette terre, enfant de cette terre, enfant du Nord, enfant de ce village. Lui-même élevé dans des valeurs extrêmement simples et fortes, simples et fortes, et sûres et belles. Et voilà, il m'a élevé dans ce respect des valeurs. Et ma mère portait, c'était une dialectique finalement superbe, parce que sur cette certitude, je viens de dire simple, sur cette simplicité, sur cette force, j'ai grandi. Et en même temps que j'ai été enseigné par ma mère sur le nécessaire regard critique qu'on doit porter constamment sur soi-même et sur ce qui vous alimente et sur ce qui vous nourrit. Il y avait toujours ce va-et-vient superbe, surtout qu'il s'opérait dans une parfaite synthèse, puisque effectivement tous les éléments de cette synthèse étaient réunis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je crois. Bon, alors voilà, très jeune, on m'a envoyé dans un établissement. J'ai 80 ans, hein. Très jeune, donc tout ça est très vieux. On est avant la guerre. Ce qui est également très important. Si vous me demandez quels sont les repères comme ça qui balisent le parcours, la vie, je dirais le Nord, je dirais la guerre, vivre une guerre à l'âge où s'éveille une sensibilité adulte, c'est extrêmement important. Vous aviez quoi, 11 ans au début de la guerre, c'est ça ? J'avais 11 ans quand la guerre a éclaté, oui, ou 12 ans même quand la guerre a éclaté. Oui, 12 ans quand la guerre a éclaté. J'avais donc 17 ans quand c'est terminé. Alors, imaginez, je n'étais pas un enfant exceptionnel, j'étais tout à fait moyen, mais donc une sensibilité moyenne est quand même une jolie sensibilité. Et donc, elle s'est affirmée, elle s'est alimentée de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle connaissait, qui était dramatique. Une guerre, c'est dramatique, même quand on n'en souffre pas directement dans sa chair. Peut-être plus encore quand on en souffre, c'est affreux ce que je dis, mais c'est vrai. Plus encore quand on n'en souffre pas directement dans sa chair. Parce que cette souffrance, la souffrance personnelle qu'on connaît, que je respecte, qui est épouvantable, qui est admirable, elle vous accapare. Tandis que le spectacle de la souffrance qu'on ne vit pas personnellement, quand on a cette sensibilité et cette générosité qu'on me demandait d'avoir, alors là, elle vous nourrit d'une manière absolument exceptionnelle. J'ai été nourri de ça. Et donc, avant la guerre même, puisque on parle de moi, encore une fois, mais je ne vais pas répéter constamment qu'on parle de moi, c'est évident. J'ai été mis dans un collège à Paris comme pensionnaire. J'ai fait mes études à Stanislas, c'est un collège religieux. Et qui était à l'époque un vrai collège religieux. Je ne l'insulte pas aujourd'hui, mais à l'époque, les choses religieuses étaient des choses religieuses. Strict. C'est ça que vous voulez Mais dire. on était, pour parler comme le pape défunt, on était dans l'absolu davantage qu'aujourd'hui, où on est quand même dans le relatif. Nous sommes bien d'accord là-dessus, je pense. Donc, alors voilà, c'est absolu. Mais ça reste un bon souvenir, ce collège de Stanislas ? Formidable. Ah, quand même. Oui, formidable. Parce que souvent, les gens nous disent, oh là là, moi j'ai été martyrisé par les frères, les sœurs. Absolument formidable. Absolument D'accord. formidable. Donc, j'ai passé ma petite enfance dans les murs de ce collège. Et puis, pendant les 3 premières années de guerre, je suis revenu dans mon pays. Et ensuite, je suis revenu à Stanislas où j'ai terminé mes études. Enfin, bref. Ça a changé votre regard sur le monde, cette guerre, visiblement ? Ça n'a pas pu le changer puisqu'il n'était pas formé auparavant. Ça l'a formé, ça l'a façonné. Ah mais complètement. D'accord. Ah mais complètement. Ça a été capital pour moi, capital. Ça a expliqué. C'est vrai qu'une vie est toujours déterminée par 2 ou 3, enfin on le sait. C'est très dommage de ne pas connaître et de ne pas vivre ces catalyseurs, ces facteurs déclenchants. C'est vrai, les vies paisibles sont quand même des vies moins riches. Et comment ça a déterminé votre vie alors, cette guerre ? D'abord, toutes les valeurs collectives, sociales, historiques, comme ça, je les ai forcément... c'est comme une expérimentation. Bien qu'encore une fois... Je n'ai pas souffert, nous n'avons pas souffert dans notre chair. Manquer un peu de sucre, c'est pas très grave, hein, on s'en fout. Mais j'ai pas profondément souffert de la guerre. Mais dans un pays annexé, occupé, très fortement occupé, voir à 12 ans, 13 ans, 14 ans, se voir confronté à des
des événements et directement et quotidiennement illustrés qui révélaient, qui incarnaient toutes les notions de force, d'autorité, de lâcheté, de défaite, de compromission, d'ordre, de désordre, de liberté, de résistance. Imaginez, enfin, vous n'avez pas connu ça. C'est formidable quand on est un enfant un peu frémillant, surtout quand on est entouré de gens qui, je repense à ma mère, qui vous expliquent des choses, à mon père, sa sensibilité, etc. Bon, tout ça m'a amené à dessiner un ordre intérieurement, enfin, intellectuellement, à dessiner dans mon imaginaire et déjà dans ma mémoire les formes d'un ordre particulier et la réponse la réponse obligatoire, la réponse morale, métaphysique, sans qu'on le sache, à apporter à cet ordre, à ce désordre, à la justice, à l'injustice. Voilà, c'est tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce assez clair? Oui, c'est tout à fait clair. Maintenant, j'aimerais qu'on approfondisse des points que vous avez un peu survolés comme ça. On va déjà revenir à votre enracinement dans le Nord. Pourquoi est-ce que c'est si important le Nord pour vous? D'abord, la racine est importante pour moi. C'est drôle parce que vous avez un fils qui lui, alors, se déracine perpétuellement, voyage à chaque fois, part dès qu'il peut partir. Oui, je pourrais dire que peut-être ceci explique cela. Oui. On pourrait dire des choses comme ça. Peut-être mon fils cherche plus profondément que moi d'où il vient. Donc il est allé voir d'où il vient. Je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup. Je suis très très frappé par le tropisme, par exemple, par le tropisme oriental de mon fils Sylvain. C'est quand même étonnant que ce soit toujours vers les mêmes terres qu'il aille. Oui, alors, nous rêvons, je rêve, ça va être la Russie, ensemble. La Mongolie, c'est toutes ces terres lointaines. Voilà. Est-ce que ce ne sont pas les terres d'où il vient? Est-ce que ce n'est pas une mémoire inconsciente, et évidemment fantasmagorique, hein, tout à fait fantasmatique en tout cas, qu'il vit? C'est possible ça. Alors, revenons à vous, mais moi c'était mes racines, mon bonheur, un bonheur d'enfant. C'est tellement important, un bonheur d'enfant, capital, un bonheur d'enfant confondu avec le lieu dans lequel s'incarnait ce bonheur-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une odeur particulière du Nord qui vous revient à l'esprit? Énorme, oui. Une odeur. Quelle odeur ce serait? L'odeur de votre enfance? Une sorte d'enchanteresse, humidité brumeuse. La forêt, des visions, des souvenirs, des sensations qui me sont encore complètement, enfin, ils sont totalement intégrés à moi-même. Peut-être parce que je suis devenu un très vieil homme. Alors peut-être ça s'accentue encore, on sait bien, c'est d'ailleurs un des syndromes du gâtisme, mais je crois pas quand même. Et tout, la terre, le paysage, la brume, le cimetière de mon village, l'image que j'ai du cimetière de mon village. Vassigny, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un tout petit village. Et elle est consubstantielle à ma mémoire. Souvent, inconsciemment, c'est l'odeur, oui, comme vous dites, le ciel. C'est un personnage très bernanosien. Bizarrement, Bernanos, c'était Fruges, le village du Mouchette. Mouchette. Fruges est un peu plus à l'ouest de ma région, c'est-à-dire c'est dans l'Artois, mais les paysages sont à peu près semblables. C'est génial, la manière dont Bernanos décrit ces paysages-là, quand la terre se confond avec le ciel, l'humidité, les deux humidités qui se rejoignent, c'est super, c'est un peu ça. C'est très bernanosien, tout à fait bernanosien. Et ça, vraiment, ça renvoie à l'âme, hein, on est d'accord. Donc, une forme de... Enfin, ouais, je veux pas être trop lyrique là-dessus. Donc, les paysages, la culture, la souffrance des hommes, terre de charniers, terre historique, terre labourée par les guerres, par les... Portez ça en vous, hein. Comment? Vous portez ça en vous, enfin, on sent que vous le vivez, que ça fait partie de vous. Les invasions, la chaleur humaine, la générosité, la gaieté, quelque chose de très baroque qui appartient en propre, on le sait bien connu d'ailleurs à la culture du Nord. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne vous convaincrai pas. Les gens qui arrivent là disent c'est laid. Évidemment, c'est pas la Provence avec cette monotonie. Non, il n'y a pas d'évidence première, ça n'empêche. Comment? C'est pas parce qu'il n'y a pas d'évidence première pour le passant qu'il n'y a pas de réel attachement à une terre non plus.
Oui, bien sûr. Évidemment, c'est pas la Provence, mais la Provence, c'est presque trop éclatant. Oui, ben voilà. Là, au moins, on est dans le mystère. Voilà. Alors, le mystère, c'est important, le mystère. La brume, le brouillard, c'est important. C'est important. Mais bizarrement, enfin, on croit très. Bien sûr, c'est évident l'interaction entre ce qui relève de la sensation et ce qui relève de. Et ce qui est plus profond. C'est bien. Je me rappelle, je suis sorti de l'adolescence et de la guerre, puisque ça coïncide. Mes mouvements fondamentaux sont allés en matière de lecture, d'art, de ça, puisque c'était ce qui me motivait profondément, sont allés vers la tentative d'explication, d'élucidation, d'aller au-delà de cette brume dans laquelle j'avais toujours vécu, brume de l'histoire, brume du paysage. Donc ce tropisme d'ailleurs que mon fils a suivi, c'est-à-dire l'Est. Et je suis allé très rapidement vers l'Est, d'abord vers l'Allemagne, mais on était en 1945, on n'allait pas beaucoup plus loin, et pour essayer de découvrir le mystère de cette absurdité qui s'appelait la guerre que l'Allemagne, les guerres que ce pays tellement magique sur le plan de sa sensibilité artistique avait déclaré. Donc je suis allé très souvent en Allemagne, je suis devenu germaniste, j'ai fait une partie de mes études en Allemagne, mes sujets d'études ont été consacrés à l'Allemagne, à l'histoire de l'Allemagne, à la littérature allemande, à la musique allemande, à la naissance du nationalisme allemand, sur lequel j'ai fait sujet sur lequel j'ai fait mon doctorat de philosophie, etc., etc. Donc quelque chose qui me... Vous voyez, je peux vous expliquer les racines de cette... Vous l'expliquez très bien en tout cas. Qu'est-ce que vous diriez au petit Philippe Tesson qui vivait dans la brume, si vous pouviez le rencontrer aujourd'hui ? 80 ans après, 75 ans après. Moi, j'étais un enfant tellement attachant, je le prendrais par la main. Non, mais je dis n'importe quoi. J'aime beaucoup dire n'importe quoi. Mais c'est très joli, c'est très joli. Vous avez évoqué à un moment les valeurs transmises par vos parents. Vous pouvez les préciser, ces valeurs? Vous disiez des valeurs belles, des valeurs fortes, des valeurs simples. Quelles sont-elles? Être soi-même, c'est vraiment une chose que j'ai... On ne me l'a pas vraiment... L'authenticité, donc. Vous savez ce que c'est que... Oui. Vous savez ce que c'est l'éducation. Enfin, quand elle... on ne parle pas de l'éducation au sens pédagogique du terme, on parle de la transmission par toutes les voies explicites ou implicites qu'on connaît bien, celle du cœur, celle de l'âme, celle du silence même, celle de l'exemple. Et c'est ça, moi, que j'ai vécu. On ne peut pas avoir vécu une enfance plus heureuse que celle que j'ai vécue. De la même façon, je crois que mes enfants ont vécu une enfance très heureuse à cette image-là. Donc c'était l'exemple qu'il est convenu d'appeler moral, c'est-à-dire toutes ces valeurs que toutes ces familles paysannes, enracinées sur leur terre et que la vie n'avait pas détruit. C'est très important. Les valeurs morales, il est convenu d'appeler les valeurs morales. Enfin, bon, on va pas... Il y en a une qui domine plus que les autres, quand même? Les valeurs morales, elles vont de soi. Alors, ne disons pas qu'il y en a une qui domine les autres. On est allons davantage vers l'existentiel. L'authenticité, oui, la sincérité vis-à-vis de soi-même et la sincérité vis-à-vis des autres. Et je crois qu'on peut me reprocher beaucoup de choses. Je n'ai pas transgressé cette chose. Je n'ai jamais dérogé à la sincérité que pour jouer, par jeu. Et en montrant les ficelles de mon jeu. D'ailleurs, c'est ce qu'on me reproche parfois. C'est vrai, je pratique volontiers la dérision, l'ironie, la théâtralisation, mais j'annonce la couleur. C'est une signature. On peut dire ça comme ça, c'est une coquetterie, voilà. Mais la sincérité, c'est l'esprit de liberté, la liberté, la responsabilité, enfin, voilà. Laquelle domine? Non, aucune ne domine. C'est un ensemble. Vous savez, c'est mauvais qu'une valeur domine les autres au point de devenir impérialiste. Bien, comme voilà, ça. Je trouve que c'est mauvais. Il vaut mieux qu'il y en ait quelques-unes et qu'on en fasse une soupe qui est finalement à la morale de la vie ce que l'humus de la terre est à la nature. Prenez des notes, chers téléspectateurs. Parce que vous trouvez que c'est ridicule, Non, je trouve ça joliment dit. Je vous taquine. Revenons un petit peu à votre foi. Il en reste quoi aujourd'hui de cette foi? Est-ce que vous croyez en Dieu déjà? Une éternelle interrogation. C'est une interrogation. Éternelle. Mais c'est pas une négation. Non. C'est une éternelle interrogation. On pourrait dire que c'est ma façon à moi d'être pascalien. Chacun d'ailleurs a sa façon d'être pascalien.
Je regrette de ne pas l'être suffisamment je crois que c'est la 3e proposition de Pascal, c'est-à-dire le prix dont il faut payer le pari qu'on fait. Je peux pas toujours, mais encore que, je peux pas toujours d'une manière très honnête les conditions de ce pari, c'est-à-dire que peut-être j'abuse un peu des jouissances de la vie, comme il disait, mais à ce propos, non, je n'ai pas trop de complexe. Non, c'est une interrogation, forcément. En espérant qu'il y ait quelque chose quand même, ou vous espérez qu'il y a quelque chose après la mort? Vous espérez qu'il y a une transcendance? Il y a une transcendance. C'est que je n'en connais, mais il y a une transcendance. Je ne nie absolument pas la transcendance. Le problème, c'est laquelle. Il y a une transcendance. Il y a une transcendance. Écoutez, je vais vous dire, on va dévoiler votre jeu. Vous m'avez dit... On ne révèle pas ce qui se dit en loge avant. Non, pas en loge. Vous m'avez dit quand vous m'avez invité, mais d'ailleurs vous devez le faire avec vos autres invités, est-ce que vous avez un livre? Ah oui, exact. N'est-ce pas? Ça, je peux le dévoiler. D'ailleurs, il n'y a rien de mal à l'aise. Non, tout à fait. Notre relation se situe dans la clarté la plus totale, c'est très agréable. C'est drôle parce que j'y repense tout d'un coup quand vous me parlez de transcendance. Puis j'ai pas pris... Oui, je vous demandais d'amener un livre ou un texte. Et je suis venu sans texte. Oui. Et en parlant, c'est drôle, j'adore les articulations des choses dans le langage, etc. La pensée, c'est un problème que j'adore, le langage et la pensée, je trouve ça superbe moi-même. Enfin bref, c'est pas de ça qu'on parle. Et alors, j'ai pas pris de livre. Mais là, en vous parlant de ça, et puis j'ai pas de mémoire des choses, mais il y a une élégie de Heinrich Heine, qui est un poète allemand superbe, j'adore la poésie allemande. Mais je n'ai pas le texte exact, mais ça répond exactement à la question. Je vous l'ai dit, vous voulez? En français, hein? Ah oui, en allemand. En français, puis je dis en substance, parce que j'ai pas le texte exact dans la mémoire. En gros, c'est très beau en plus comme ça. Les Allemands, c'est des metteurs en scène littéraires absolument extraordinaires. Ils ont une façon d'amener les trucs. C'est à la fois profond et simple. Un jeune homme assis au bord de l'eau, interroge les flots. Qui est l'homme? D'où vient-il? Où va-t-il? Alors c'est là que ça devient sublime. Et qu'y a-t-il au-dessus des étoiles éclairées? C'est absolument magnifique. Magnifique, parce que au-dessus des étoiles éclairées, c'est la transcendance. Et voilà, donc je crois, mais plus que quiconque, à la transcendance. C'est vous ce jeune homme, finalement? Ah oui, je trouve ça très beau. Oui, je pourrais être ce jeune homme, oui, absolument. J'aurais pu être. Assis au bord tout du le monde, d'ailleurs. Oui, puis enfin, je vous dis, la théâtralisation, la situation, on est au bord, on croirait à un tableau de Friedrich, on voit le jeune homme pensif, et puis l'eau, une brume. Une brume. Un paysage du Nord, évidemment. Une brume. Évidemment. Ce qui est merveilleux dans le Nord, c'est que les brumes sont sur la terre. Et puis, il y a des trouées qui montrent les étoiles éclairées. Et qu'y a-t-il au-dessus des étoiles éclairées? Alors, bien sûr, je crois, ma question, mon interrogation, c'est pas y a-t-il une transcendance? Enfin, il faut être une brute pour ne pas se poser cette question. C'est quelle est cette transcendance? Quelle est la forme de cette transcendance? Ce qui renvoie au principe ontologique, donc ce qui renvoie à Dieu. Oui, peut-être. Mais voilà, cette foi qu'avait mon père, cette foi qu'avait mon père, qui ne se posait pas la question qu'y a-t-il au-dessus des étoiles éclairées. Il avait la réponse. Il savait que c'était Dieu qui était au-dessus des étoiles éclairées. Je ne sais pas. Voilà. Vous y pensez à la mort? Bon. Vous avez failli dire j'ai réglé le problème, non? Oui, j'ai réglé le problème, oui. Et vous l'avez réglé? Je l'aurais dit si j'avais pas. Comment? Si je n'avais pas pensé que c'était ridicule, je l'aurais dit. J'ai vu la mort. Je l'ai vu. Enfant, j'ai vu la guerre. J'ai vu la guerre, je vous répète.
j'ai vu la guerre. Je peux, alors, je ne suis pas le seul enfant au monde à avoir vu la guerre, mais je suis... qu'est-ce que c'est qu'un enfant français d'aujourd'hui qui a 10 ans? Il n'a rien vu, il n'a pas vu la mort. Il n'a pas vu la mort sous ses aspects les plus dramatiques, qui renvoient confusément à des interrogations essentielles sur la transcendance. Il l'a vu à la télévision. C'est horrible de voir la mort à la télévision. C'est nul, ça n'a pas de sens. Il y a une glace et une image, mais c'est pas du tout ça la mort. Moi je l'ai vu parce qu'il y a eu les bombardements, parce que j'ai fait l'Exode, parce que j'entendais les avions passer au-dessus de ma tête qui allaient vers l'Allemagne pour répandre leurs bombes, parce que j'ai vu le retour des camps de concentration. Bien sûr, bon, ça a inondé ma pensée, mon imaginaire pendant des années, des années, des années. Et voilà, donc c'est un problème que je me suis posé très très tôt, et voilà que j'ai tenté, sans doute avais-je la chance de ne pas enfouir ma pensée dans des zones de dépression, si je puis dire. Peut-être ai-je une bonne nature qui m'a permis de réaliser une chimie assez facile. Mais vous avez réglé ça comment alors? J'en sais rien. Vous dites j'ai réglé le problème, mais vous l'avez réglé comment? Bien, je me suis forgé une morale, peut-être d'ailleurs au spectacle de l'exemple que j'avais sous les yeux. J'attends cette chose, elle peut à tout moment survenir, je dois être toujours prêt à l'accepter, toujours prêt à l'accueillir, et toujours vivre le mieux possible, en tout cas, dans un état tel que j'aurai réglé les problèmes moraux qui m'auront été posés dans le courant de ma vie. C'est ma philosophie personnelle. Elle peut vous paraître simpliste, mais elle me permet de dire aujourd'hui que j'ai, oui, tant soit peu, réglé mon problème avec la mort. Et peut-être alors avec cette transcendance dont je parlais tout à l'heure. Alors, est-ce que si vous voulez me faire dire, je m'imagine devant le tribunal de Dieu le jour du jugement dernier, alors c'est là où peut-être n'ai-je pas la foi, c'est que je n'arrive pas et pourtant j'ai le goût de la théâtralisation, je n'arrive pas à m'imaginer comment est fait ce jugement et quelle sera la plaidoirie que je prononcerai en ma faveur. Voilà, c'est tout. Allez, après parler de la mort, on va parler de la vie, on va parler du théâtre. Reprendre un petit peu de légèreté, parce que le théâtre, c'est aussi, et on le sait, vous êtes aussi chroniqueur théâtral, c'est votre grande passion, une passion qui est née comment celle-là? Parallèlement à celle du journalisme? Non, la passion du journalisme est une passion rapportée, donc par la même artificielle en partie. C'est un goût fort, et comme on aime les cartes. Le théâtre, c'est tout à fait autre chose, non? Moi, je n'ai jamais réfléchi sur le journalisme. C'est pas un sujet de réflexion, c'est un sujet de réflexion morale, mais c'est tout. Pour un sujet de réflexion essentiel, le journalisme, c'est une activité, c'est une forme, voilà. Le théâtre, c'est autre chose. Mais au commencement était le théâtre. Allons-y gaiement, mais c'est quand même ça. Au commencement était le verbe. Bon, il ne faisait pas tout à fait du même verbe, mais disons qu'il n'y a pas de majuscule, mais c'est quand même la même chose. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole. Le théâtre, c'est la parole. Le théâtre a été la première parole intelligible. Une fois bien géré, et bien enfoui, et bien maîtrisé les premiers rugissements préhistoriques, il y a eu l'échange, il y a eu le dialogue, il y a eu la parole. C'est drôle que vous parliez de rugissement. Juste, j'avais relevé une citation de François Nourricier qui dit « Il n'y a que des fauves dans le théâtre, seuls changent les rugissements et les feulements. » Ah ben je ne connaissais pas, c'est pas vrai, tout à fait vrai. Enfin, on va pas commencer à discuter sur Nourricier. Oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est ce mot de rugissement. Rugissement. Voilà. C'est super. Le théâtre, c'est le rugissement maîtrisé. Voilà, pour moi, c'est ça. On est vraiment dans l'ontologie, on est dans le commencement avec le théâtre. Et je trouve ça super. Souvent, j'imagine,
Coppens a une thèse, bon, enfin Coppens c'est quand même, je ne suis pas scientifique et à la limite ça m'est égal, mais quand Coppens raconte, je ne sais pas si c'est scientifique d'ailleurs, mais c'est ça qui est bien d'ailleurs chez Coppens, c'est que j'adore les scientifiques dont on peut douter que c'est vraiment tout à fait scientifique. Alors les hommes découvrent le feu comme ça, et puis vous connaissez la thèse de Coppens? Je vais l'écouter, la découvrir. Comment est né l'amour, en gros c'est ça. Ah non, pas du tout. Et alors ils font le feu avec les silex, et puis ils découvrent ça, puis ils se rendent compte que ça chauffe, que c'est bon. Alors ils arrivent et ils se groupent autour de cette chose, puis ils s'assoient et les uns à côté des autres, et pour se réchauffer au feu, et ça, ils se touchent un peu, ce qu'ils n'avaient jamais fait par le passé. Enfin, il y avait sûrement eu des coïts, mais c'était sans contexte, si je puis dire, c'est des bêtes, quoi. Et puis, alors, se touchant, ils poussent des rugissements, comme dit Nourricier d'ailleurs, de plaisir, et puis ils se frottent et ils se regardent, et puis tout ça, c'est de là que naît le sentiment, explique Coppens. Ça, c'est joli quand même. Et vous rapprochez ça du théâtre alors? C'est le théâtre. C'est le Bien théâtre. sûr que c'est le théâtre. C'est ça le théâtre. Là, nous, là, tous les deux, qu'est-ce que nous faisons d'autre? Moi, je dirais de la télévision. Oui, qui est une forme mineure de théâtre. La télévision n'est bonne que quand il y a théâtre. Moi, je suis à la télévision, je fais du théâtre. D'ailleurs, comme Nous je suis... sommes deux acteurs, le metteur en scène est en régie. Voilà, exactement. On fait des théâtres. Alors, à la télévision, en plus, il peut être là en ce moment. Je ne sais pas comment vous êtes. Moi, je suis très spontané. Je ne crains pas de dire des bêtises. Et sans doute, j'en dis. Mais au moins, il y a ma sincérité. Il y a mon feu intérieur qui nourrit cette sincérité, qui peu à peu, d'ailleurs, réchauffe ma pensée. Puis ma pensée s'exprime. Et vous êtes en face. Alors, si j'étais tout seul, ça serait le monologue, serait déjà une forme mineure, encore plus mineur de théâtre, mais à deux, c'est un dialogue. Nous faisons des gestes, il y a entre nous certainement un rapport de séduction, nous savons que nous parlons à des gens qui ne sont pas là, et c'est ça la suffisance de la télévision. La supériorité du théâtre surtout, c'est qu'il y a une salle. C'est qu'il y a une salle. Alors les gens sont là, on est dans l'incarnation la plus totale, ça peut durer éternellement, et c'est comme ça qu'est né le théâtre. Et je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale ni directeur des programmes, mais bon là, ne parlons qu'en termes de culture occidentale. La beauté, mais inimaginable, extravagante, la profondeur de Sophocle, Échille et Euripide, qui sont les pères fondateurs du théâtre occidental. C'est indicible, c'est à ne pas dire, c'est extraordinaire. En plus, ça, c'est pas du tout, contrairement à ce que croient les gens, c'est pas du tout emmerdant. C'est drôle, c'est concret, c'est super. Absolument tout est dit, et tout est dit sur une scène. En plus, ça, c'était à Épidore, c'était à Corrèze, c'était sur ces théâtres de pierre formidables avec cette nature. J'ai été, moi, enfant, ébloui par ça. Voilà. Et j'ai trouvé que exprimer le plus profond de soi-même, le plus profond de sa pensée et surtout de ses sentiments, par le truchement de la voix, en faisant des gestes et en développant son corps et en n'ayant pas peur de l'articuler, de le désarticuler, de le montrer, de l'exhiber, à condition qu'évidemment on n'en fasse pas une fin en soi. Bien sûr, quel cas ça devient quelque chose, disons, d'obscène intellectuellement. Je trouve que c'est formidable. Voilà pourquoi j'aime le théâtre. L'acteur étant sur la scène, se mettant dans la peau d'un personnage. Ça vous a jamais tenté, ça? Si... De faire l'acteur ou d'être acteur? Je le suis. Non, mais réellement, je veux dire, sur une scène, est-ce que ça vraiment... vous aurait tenté d'entrer au conservatoire? La question ne se posait pas dans les années où j'étais enfant, qui étaient quand même des années encore un peu conventionnelles, un peu raides. Moi, on fait partie de sa culture sociale. Bon, j'étais un petit bourgeois, comme ça. Oui, ça s'est pas fait, mais est-ce que ça vous aurait tenté? Oui, d'ailleurs, je me rappelle très bien avoir fait beaucoup de théâtre à l'école. Ah oui. Je trouve d'ailleurs que l'enseignement
l'enseignement devrait intégrer le théâtre. Tous les professeurs de français un peu intelligents, ceux qui réfléchissent un peu, vous disent d'ailleurs, mais je crois que c'est avéré, que la compréhension des textes littéraires est 100 fois plus forte chez un garçon ou chez une fille, adolescent ou jeune, qui va un peu sur la scène, qui fait un peu de théâtre. C'est tellement évident. Bon, enfin, l'enseignement est tellement sclérosé dans ce pays laïque, républicain et positiviste. Je parle de la France. Bien compris. Je vous fais réagir à une autre citation, elle est de Schopenhauer, qui dit « Ne pas se rendre au théâtre, c'est comme faire sa toilette sans miroir ». Vous voyez, je suis nul. C'est superbe, ça. Ça vous plaît? J'étais sûre que ça allait vous plaire. Ah, bah, c'est absolument formidable. C'est pour ça que vous allez au théâtre? C'est pour faire votre toilette? De toute façon, oui, certainement. Entre autres choses, oui. D'ailleurs, Schopenhauer, il a dit des choses super. Bah oui, bah, voilà, c'est un peu restrictif. Il s'agit d'autre chose pour moi que de faire ma toilette. C'est comprendre les autres. Ah, c'est faire sa toilette sans miroir, oui. C'est comprendre les autres. J'avais eu en première une dissertation dont le thème était « Le théâtre, ce n'est pas la vie, c'est plus que la vie ». Est-ce que ça vous parle aussi? Oui, bah, c'est un très beau sujet. Je dirais pas ça. Le théâtre, c'est pas plus que la vie, non. C'est une forme. Qui avait dit ça? Eh ben, je ne me souviens plus, très honnêtement. Bon, c'est une formule. C'était un acteur, ça venait d'un acteur en tout cas. C'est une formule. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une phrase d'acteur d'ailleurs. Mais on peut dire, oui. Mais en tout cas, c'est la vie. En tout cas, je crois que oui, c'est la vie. Je crois que le théâtre vient de la vie. Ça, je suis certain. J'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Je pense qu'on m'a suivi. C'est plus que la vie, le théâtre vient de la vie, le théâtre reflète, est un miroir extraordinaire de la vie, le théâtre fait comprendre la vie, bien sûr, fait comprendre toute la complexité de la vie, toute la misère de la vie, la tragédie, le drame, c'est quelque chose d'absolument extrait, fait comprendre l'amour, fait comprendre la haine, fait comprendre... Bon, bref, écoutez, Alors, Philippe Tesson, on va terminer l'émission avec une série de petites questions. Oui. Qui nécessite plutôt des réponses, on va dire, courtes. Et vous n'avez pas de joker. Vous êtes obligé de répondre à tout. Vous êtes partant? Bon, allez, tout allons-y. à fait, il y a toujours des astuces. De quel journaliste pourriez-vous être jaloux? Vivant? Vivant ou mort, y a-t-il quelqu'un que vous admirez particulièrement dans votre discipline, on va appeler ça comme ça? Non, j'ai tas d'amis que j'admire, je suis jaloux de personne. De toute façon, je ne mets pas le C'est façon de parler, jaloux. Non, hein. mais je ne mets pas... Attendez, vous m'avez dit court, mais moi je ne suis pas court. Je ne mets pas le journalisme très haut. Je trouve que c'est un jeu pour moi, le journalisme. Je vous l'ai dit, c'est pas comme le théâtre. J'ai pas un respect fou, moi, pour le journalisme. Mais il n'y a pas quelqu'un particulièrement que vous admirez dans votre Vivant, là? catégorie? Par exemple? Non. Non. Non, je trouve qu'il y a de très très bons, excellents joueurs. Ah non, je suis jaloux, donc absolument, je suis jaloux. Non, je suis très content de moi, je suis très content de la vie que j'ai menée, je suis jaloux de personne, en journalisme. Avez-vous une devise? Parce que vous êtes jaloux de quelqu'un d'autre à côté? Ah bah Shakespeare. Ah oui. Bah ouais. Ah oui, d'accord. Bon. Bah, quand même. Avez-vous une devise? Ah non, absolument pas. Non. Non, il y a des devises que des autres non, mais j'ai pas de devise. Non, j'adore les devises des gens comme ça. Je me dis c'est marrant, c'est merveilleux d'avoir trouvé ça comme devise. Non, j'ai aucune devise. Non. Décidément, je vous déçois parce que j'ai pas de réponse à vos questions. Je suis extrêmement déçue, mais on va trouver des réponses. Quel est le lieu qui vous ressemble? Y a-t-il un lieu en particulier? J'adore cette question. Oh oui. Oui. Ah, j'arrive à vous faire sécher, je n'y crois pas. Non, je cherche. Je pourrais développer, décrire ce lieu, mais vous me demandez de l'identifier. Alors oui. Il faut un truc précis. Vous m'avez demandé des réponses. Décrivez-le sinon. Un haut plateau, le plus près possible du ciel. On est quelque part en Amérique du Sud là alors. Oui, soyons snobs. Oui, un haut plateau andin où la route qui mène de Cusco au Machu Picchu, voilà, on est à 4000 mètres. Ce qui est quand même une distance considérable, on s'est approché de la transcendance.
enfin, en tout cas, c'est l'image de la transcendance. Un ciel immense, une grande douceur de paysage. Voilà, je vous ai dit ça, ça vous satisfait? C'est joli. Voilà, tandis que si vous demandiez ça à Sylvain, il vous dirait, mon fils, il vous dirait, j'aime bien être en haut du Machu Picchu. Non, moi, il me faut le plateau, il me faut le relief, la distance, l'échelle, etc. Ou alors un paysage. Il y a ça dans le nord, malheureusement, c'est quand même pas à 4000 mètres. Non, je confirme. Mais j'aime beaucoup les plaines, j'aime beaucoup les plaines, j'aime beaucoup les plaines, j'aime beaucoup les plaines. Des altitudes assez élevées avec ces végétations qui sont un peu mystérieuses où il y a de la bruyère, de la mouche, du lichen, du bouleau, l'histoire, la préhistoire. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup voyagé avec mes enfants d'ailleurs. J'aime beaucoup les paysages lacunaires, les paysages. J'aime beaucoup l'Alaska, les arbres morts, désarticulés, recouverts de mousse et de lichen qui tombent dans des eaux saumâtres. Avec des glaciers autour d'eux, des paysages métaphysiques, quoi. Vous êtes comme bien le père de votre fils, nous sommes bien d'accord. Oui, j'ai bien compris. Oui. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? Luxe? Oui, luxe. Je vous fais sécher une seconde fois, chouette. Le luxe dont je ne saurais me passer... on veut toujours apporter des réponses littéraires à des questions comme ça, vous comprenez. Alors évidemment, ou des réponses affectives. C'est sur un plan affectif, par exemple. Sur le plan que vous désirez. Mes enfants. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait, Philippe Tesson? C'est drôle, c'est dur votre interrogatoire. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Parce que j'étais un des rares hommes libres de ma génération. Ah oui, c'est un beau compliment, ça. Allez, une petite dernière. Bon, je vais essayer de la choisir moins dure, alors. La rumeur vous concernant à laquelle vous souhaitez tordre le cou. C'est moins dur, ça. Quelque chose qu'on dit de vous, qui est complètement faux, parce qu'on vous connaît mal. Faut pas laisser de blanc à la télévision. Si, moi j'aime bien. Vous savez, je vous raconte. Non, on n'a pas le temps, mais je voudrais vous raconter une histoire très formidable. Non, c'est pas grave. Un blanc, c'est un blanc que j'ai vécu à la télévision, mais ça me concernait pas. C'était un jeu comme ça. C'est Pivot qui interviewait Raphaël Biédou. Oui. Et la question était un peu gênante. Elle n'a pas répondu. Elle a fait un blanc de 45 secondes. Et c'était en direct. Et bouillon de culture. Oui. J'étais sur le plateau. Et il l'a laissé. Il a laissé le blanc. Et ses yeux, qui sont très beaux, à mesure que le blanc se prolongeait, ils sont paniqués. L'angoisse est venue dans son regard. C'était sublime. Et puis, au bout de 45 secondes, c'est formidable de faire ça. Les silences disent beaucoup aussi. Ah ouais, alors, la rumeur me concernant... À laquelle vous souhaitez tordre le cou? Je m'en fous. On peut absolument tout dire. Non, je suis désolé. Non, je m'en fous complètement. Au contraire, je provoque les rumeurs parce que c'est bien, c'est hygiénique. De provoquer les rumeurs. Ça emmerde tellement les gens. Ils sont jaloux de vous. Alors, non, puis ils révèlent leur médiocrité quand ils disent des choses de vous. Je m'en fous complètement. Je vous remercie beaucoup d'être venu dans notre émission. Je vous souhaite quoi? Une bonne continuation? Ouais. Gardez la pêche que vous avez à 80 ans. Vous dites que vous êtes un vieil homme. J'en suis pas persuadée, moi. Je vous remercie beaucoup, Philippe Tesson. Au revoir.